J'ai un parcours pluridisciplinaire. J'ai commencé par faire de la physique, puis ensuite j'ai fait de la biologie, de l'anthropologie, de la psychanalyse adlérienne. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Ben, j'étais guidé par la curiosité et puis j'avais envie de voir le monde en dehors des lunettes. Un physicien, il a ses limites, un biologiste, il a ses limites, mais quand on réunit les deux, on a plus de lisibilité. Si on ajoute l'anthropologie, qui est le regard culturel, euh, vivre auprès de peuples traditionnels m'a montré tous mes postulats pseudo-rationnels que je pensais objectifs. Voilà. Et puis, un individu, au-delà de sa culture, bah, ça reste une singularité, un parcours unique qui ressemble qu'à lui-même, qui vaut tous les autres et que tout le monde vaut. Voilà. Bon, moi, je suis médecin depuis quelques années. Je crois que j'ai eu mon diplôme en 88, ouais, ça doit être ça. Et voilà, j'ai fait la médecine pour pouvoir devenir homéopathe. J'ai commencé à prendre l'organon, donc l'ouvrage de Hahnemann. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Et donc, voilà, ça c'est le principal aspect, on va dire. Donc, 40 ans assez gosillé dans le désert, évidemment. Mais le but de la manœuvre étant de savoir pertinemment que ce qu'on fait, c'est pour les suivants, en attendant les perspectives de refloraison d'une vraie science médicale. Puisque actuellement, en fait, il n'y a pas de science médicale. Ce qu'on a fait en guise de médecine, c'est qu'on s'est approprié les découvertes de la physique, de la chimie, et on a appliqué ça au corps humain. Sauf que ça ne marche pas. Ça marchera le jour où, effectivement, la médecine du cadavre pourrait être efficace, c'est-à-dire que tant qu'on est encore vivant, c'est moyen comme résultat. Voilà. Le reste de mon parcours importe peu, j'enseigne, j'ai la fierté de dire, voilà, pour une fois, depuis peut-être 100 ans, on peut venir apprendre avec les cours tous en vidéo, parce que ça nécessite du temps. On peut venir apprendre réellement l'homéopathie telle qu'on peut l'appeler, c'est-à-dire apprendre d'abord l'enseignement de Hahnemann, et puis après faire ce qu'on veut. Malheureusement, à l'heure actuelle, les gens font ce qu'ils veulent et ne veulent pas apprendre. Voilà, je résume. C'est vrai qu'avec toutes les bonnes volontés, si on prend la physique classique, on arrive au fait que l'homéopathie n'est pas scientifique. Si on prend la physique quantique, c'est autre chose. Donc il y a un changement de paradigme à opérer et sur plein de domaines, puisque la conscience, bah, on ne peut pas l'envisager sans cette dimension quantique. Et de plus en plus, la physique quantique investit la biologie. Alors évidemment, c'est la guerre des disciplines. J'appelle ça la théorie des châteaux forts. Dès que quelqu'un qui n'a pas le bon diplôme arrive, on relève le pont-levis, on sort les chaudrons d'huile bouillante, les archétyres, etc. Mais je pense que ça rebondit tout de suite, c'est agréable, voilà. hein, tu vois, on ne se connaissait pas encore, c'est chouette. Ben, Bah, je peux mais ça rebondir veut sur le dire... rebondissement, si c'est la règle du jeu, on peut y aller. Oui, C'est oui. vraiment, Bah, on soulève des points très importants. En réalité, la science classique, on va dire déterministe, newtonienne, elle est linéaire, et la vie est un phénomène chaotique, c'est-à-dire c'est l'apparition de phénomènes stochastiques dans quelque chose qui n'est pas... enfin, une itération va donner quelque chose de chaotique. Si on n'avait pas cette mécanique du chaos, nous ne pourrions d'abord pas être vivants, mais le vivant, ça nécessite de comprendre qu'il est sensible à une infinitésimalité, c'est-à-dire que le moindre quelque chose peut influer le rythme cardiaque est chaotique, etc. Donc tout est régi par le chaos, qui n'est pas au sens commun du terme le chaos, le bordel. Hein. Il faut bien comprendre que c'est juste quelque chose d'autre. Voilà. Mais c'est clair que nous avons clairement conscience en tant que médecins qu'il y a le boulot des Bobola, de Marc-Henri, tout ça, qui est décédé récemment, mais c'est leur boulot de nous éclairer sur les fondements et les explications, on va dire, scientifiques dures, entre guillemets, de l'aspect du monde et de l'univers qui nous entoure. Mais nous, notre tâche de médecin, c'est de dire, OK, j'ai un malade, comment je le guéris? Et ça nécessite déjà de savoir qu'est-ce que c'est qu'une guérison, quel processus qui nous fait tomber malade, et comment on peut en déduire des choses pour guérir les gens. Donc, vous voyez, ce sont deux choses différentes. Et pour terminer, je ne vais pas garder la parole trop longtemps. Hahnemann, dès le paragraphe 1 de l'organon, résume en fait en disant qu'on ne peut pas considérer la médecine avec une approche qui est réductionniste. Le réductionnisme a très bien fonctionné dans les sciences dures, c'est-à-dire que c'est super, ça a permis d'atomiser quelques Japonais, notamment, mais ça c'était pour la démocratie, hein, donc on est quand même rassuré. Et sur le plan de la biologie, ça ne fonctionne pas parce que c'est une croyance naïve de voir que
en allant démonter les petits mécanismes, on va comprendre. Au contraire, à chaque nouvelle question à laquelle on croit répondre, il y en a 100 nouvelles. Et d'ailleurs, la biologie elle-même pose un énorme problème parce qu'il y a un mécanisme vivant qui reste éternellement sera un mystère. Parce que, par exemple, il y a le problème du ribosome que tu peux soulever, j'imagine. Très vite, les protéines sont codées avec le ribosome les ribosomes dans les cellules, d'accord? Je vous cite ça parce que je pense citer 100 autres, mais le ribosome lui-même est formé par l'assemblage de 4 protéines. Comment on fabrique le ribosome sans ribosome? Vous commencez à comprendre le problème. Il faut qu'il y ait un commencement et qu'à un moment donné, il y ait un ribosome qui se pointe dans une cellule pour dire tiens, bougez pas, je vous décode ça et je fabrique des protéines. Donc, le dernier aspect de la lutte que notre ami Philippe a évoqué, c'est qu'il y a je dirais une infiltration idéologique de la science, notamment dans la biologie, avec une visée absolument anti-athée, on va dire, notamment anti-chrétienne. Et l'idée, ça a commencé avec Darwin, etc. Donc on vit encore dans ces affres-là d'une science qui est politisée, malheureusement. Oui, alors la médecine n'a même pas intégré la théorie du chaos. Et on pourrait le résumer à un battement d'aile autonome peut créer un ouragan à Washington. D'ailleurs, c'est des phénomènes non linéaires. Alors, la question est comment faire le lien, par exemple, avec l'homéopathie. Effectivement, le fait de diluer, on crée un chaos et la réponse est démultipliée par rapport à la cause. Dans la physique newtonienne, tout à fait classique, on a une cause avec une certaine intensité qui va donner une réponse qui est d'intensité comparable. Donc c'est comme une droite, hein, si vous avez en tête un axe orthogonal avec ordonnée et abscisse. Si à chaque fois que vous progressez de 1 sur la ligne horizontale et vous progressez également de 1, au fur et à mesure, vous allez avoir 1, 1, 2, 2, 3, 3, et c'est une droite. C'est pour ça qu'on appelle ça un phénomène linéaire. La réponse est égale à l'action proposée. Quand on a un phénomène non linéaire, ça évolue de façon exponentielle. Et on peut dire que diluer un produit homéopathique, ça va entraîner une réponse exponentielle. Ensuite, on voit bien que plus un cœur est régulier, plus il est en danger. La vie n'est pas la régularité. Or, on a une médecine qui a tendance à s'uniformiser. Je me souviens d'un économiste au Collège de France qui s'appelle Le Pen, qui n'a rien à voir avec l'homme politique Le Pen, qui disait on devrait avoir des patients standardisés. Il était en colère parce que le fait d'avoir un patient qui a sa singularité, sa psychologie, sa particularité, pour lui, c'était une aberration économique. On ne pouvait pas avoir une médecine qui soit digne de ce nom si on n'avait pas uniformisé les patients. Et donc, on est de plus en plus rentré dans une médecine administrative. Donc, la critique a été faite, comment comprendre la vie si on l'étudie à partir des cadavres. Donc, comment la mort peut nous permettre de comprendre la vie. Alors, il y a plein de questions auxquelles la biologie n'apporte pas de réponse si elle est dans le cadre de la physique classique, déterministe, newtonienne. Et donc, la difficulté, c'est que les biologistes ont peur des physiciens et les physiciens ont peur des biologistes. Donc, c'est une peur réciproque. Donc, si tout le monde reste dans sa discipline, tout va bien. Or, on pourrait dire que la vie ne réside pas dans les choses, mais dans les liens entre les choses. Là, on est en lien. Donc, pour un physicien, la vie, c'est l'interaction entre les atomes et les molécules. Et on va parler d'interaction physique ou physico-chimique. Pour un biologiste, c'est des liens entre les cellules, des messages échangés. Et l'humanité, c'est les liens entre les gens. Et on voit bien que de plus en plus, on essaye de couper ces liens. En plus, il y a une psychologie, on est encore dans la séparation du corps et de l'esprit. D'ailleurs, Hahnemann, dans son Organon, disait que l'homéopathie provoquait un petit chaos, à l'époque on ne parlait pas de chaos, pour que la force vitale prenne le dessus. Il fallait créer un désordre minimaliste pour que la force vitale puisse prendre le dessus. Et c'est déjà une approche extrêmement moderne qu'on a oubliée. Et on parlait de l'esprit du remède. Alors on pourrait faire une analogie, l'esprit du remède, si on fait une analogie avec la physique quantique, un atome, une molécule a une double dimension onde et corpuscule. C'est le « et » qui est important, c'est pas « ou », c'est « et ».
Et donc, ce qu'on pourrait appeler l'esprit du remède, c'est tout cet aspect vibratoire qui se dégage d'un principe actif. Et le paradigme, il est là. Pour un chimiste, c'est un ensemble d'atomes, souvent assimilés grossièrement à des boules, qui sont liés par des liaisons chimiques. Pour un physicien, une molécule, c'est un dipôle électrique. Elle émet une information électromagnétique, donc un message vibratoire. Et c'est là le changement de paradigme, puisque effectivement, on peut enregistrer un remède homéopathique sur un support vibratoire. Et pourquoi l'homéopathie est dérangeante? Parce que si on admet l'homéopathie, la toxicologie explose. On n'a plus les mêmes normes. Même une pollution minimaliste aura une incidence, alors que dans la physique classique ou la chimie classique, il y a des normes, on est inférieur ou on est supérieur. La vibration rend beaucoup plus sensible l'élément polluant. C'est pour ça qu'elle est dérangeante, sans parler des antennes 5G, 6G, des ondes électromagnétiques. Donc on a décidé que le vivant, c'est uniquement matériel. Je finis, je repasse la parole à Édouard. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre le post-matérialiste. Le matérialiste vit ses derniers feux. Le public s'y est pas trompé. Il a bien compris que la matière avait ses limites. Et on est en train de passer progressivement vers le post-matérialiste. Alors ça ne veut pas dire que c'est la négation de la matière. Ça veut dire que, comme chez les peuples traditionnels, la matière et la vibration forment une unité, un tandem. Et suivant les circonstances, c'est l'aspect matériel ou l'aspect vibratoire qui s'exprimera. Très, très bien, effectivement. J'en reviens pas qu'il y ait des types assez boursouflés d'orgueil pour dire des pareilles conneries, la personne que tu cites. C'est vrai que le matérialisme a énormément nui, hein, parce que quand on a évolué depuis le XVIIIe siècle, on est passé du déisme, on va dire, style vision newtonienne, il y a un Dieu qui revient de temps en temps remonter la mécanique, et puis le reste ça se passe, et puis Dieu finalement il fait ses affaires, puis nous les nôtres, et puis on arrive à l'athéisme et les montagnes de morts que ça a pu engendrer, ce qui est pas mal. Et on ne renie pas pour autant l'acquis de Newton, dans le sens que on n'a rien à foutre de savoir que l'atome est une vibration pour couper un steak, sans se couper les doigts déjà, c'est pas mal. Et l'aspect à notre échelle, effectivement, est matériel. Bon, on ne va pas leur faire le coup du chat de Schrödinger, mais l'idée c'est que effectivement, si on va décortiquer un peu les choses, on se rend compte que c'est essentiellement vibratoire. Et cette vision que Philippe a transcrite de la chimie avec des petites billes qui s'entrechoquent, etc., c'est totalement périmé. L'électron lui-même ne représente qu'une probabilité d'existence dans une zone déterminée, et on ne peut pas connaître à la fois ni la position ni la vitesse d'une particule. Donc tout ça est bien étrange, et c'est un peu normal, puisque au commencement était le verbe, justement. Donc voilà. Et effectivement, deux choses. La première, c'est que Hahnemann explique bien que finalement, j'extrais un petit peu de l'organon, c'est pas exactement ces termes, mais l'idée de base, c'est que quand vous avez un principe nouveau qui va être décrit, il est quand même préférable scientifiquement qu'il repose sur des principes déjà existants. C'est-à-dire c'est très difficile de tout foutre à la poubelle, hein, même quand on a eu le problème du corps noir qui a donné naissance finalement à la théorie des quanta, hein, puisque le corps noir pouvait rayonner à l'infini. Bon, moi j'ai fait beaucoup d'astrophysique, j'ai oublié de... C'était mon petit dada, c'était les étoiles à neutrons à l'époque. Et l'homéopathie n'est rien d'autre que l'application à la médecine du troisième principe de Newton. C'est tout, c'est action, réaction. En fait, tu as fait le geste, c'est ça, on va insuffler un petit effet qui va être supérieur en énergie au désordre naturel, et on va forcer l'organisme à aller dans ce sens-là. L'abbé Chabord, qui était un très grand homéopathe dans la région d'Annecy, aimait prendre la comparaison. L'allopathie, en gros, c'est quand il y a un cheval de labour qui est coincé, ben, ça consiste à le fracasser jusqu'à ce que soit il avance, soit il s'écroule. L'homéopathie, ça consiste à mettre un deuxième cheval pour tirer dans la même direction. C'est pas con comme vision, c'est un peu parcellaire bien sûr, mais c'est surtout ça. Et très clairement, la médecine du cadavre ne peut pas continuer. Le problème est que toute une industrie s'est accaparée la médecine depuis les années 1910. Hein, c'est le coup plus fameux de Rockefeller, avec sans arrêt les mêmes procédés, c'est-à-dire on va vous qualifier des normes, un petit rapport d'enquête, c'était M. Flexner qui était un brigand connu, et si on ne peut pas se plier aux normes, eh ben vous fermez. Voilà, donc aujourd'hui c'est exactement la même chose, hein, pour obliger le boucher à avoir une chambre froide de 8 mètres sur 8 mètres, parce que s'il ne peut pas, il faut qu'il ferme, et ainsi de suite. Du coup, toute la concurrence est exterminée,
Et peut-être il ne survivra plus que Pizza Hut à la fin, ce sera sympa pour bouffer des pizzas. Donc voilà, le problème est que le vibratoire ne peut pas coïncider avec une production matérialiste d'une quantité de produits, et donc c'est résolument contre le modèle actuel. Oui, tout à fait. Il y a, par exemple, la façon la plus simple de comprendre, diluer un principe actif, ça revient à raréfier ce principe actif. C'est pour ça que le terme de dilution, tous ceux qui sortent de mon école, il est proscrit. Voilà. On doit parler de dynamisation. Voilà. Une dilution n'est pas suffisante, il faut une dynamisation, il faut un peu d'impureté, ce qui revient un peu à ce qu'on disait, un petit chaos. Et en fin de compte, c'est un Français qui a le premier envisagé qu'un électron, c'est aussi une onde. Et il a établi une équation, alors je ne vais pas vous la développer, mais plus l'objet est petit et plus la dimension vibratoire est exacerbée. Donc la façon la plus simple, c'est on va raréfier un principe actif qui, dynamisé, va exacerber sa dimension vibratoire. Ça me rappelle une discussion, on était au laboratoire, puis il y avait un des chercheurs qui avait un fils qui devait avoir 14 ans, puis il y en a qui disaient l'homéopathie, j'y crois pas. Enfin, voilà. C'est marrant, ça se tue, hein, j'y crois pas. Voilà. L'autre, il y croyait, bon, bref. Et le fils, il dit, je comprends pas. Il dit, vous êtes physicien, vous lâchez un petit caillou à la surface de l'eau, vous avez des cercles excentriques. Donc, vous avez transformé la matière en vibration. Ben, l'homéopathie, c'est ça. Il y a eu comme un silence de mort, comme au moment fort de l'ex-URSS, où il y avait des hommes en imperméable mastic qui venaient à frapper à la porte des citoyens. Et puis, voilà, ça a créé un séisme. Et j'ai trouvé que son image était assez simple et pleine de bon sens. Il n'était pas formaté. Donc, c'est vrai que dans un parcours médical, on a vraiment un formatage sur le matérialisme. La pharmacologie, tout est ramené à la matière. Donc, c'est très difficile pour les médecins. Édouard est un exemple de dérapage dans le bon sens du terme, de se défaire de ça. Les vieux médecins homéopathes, par exemple, j'avais rencontré quelqu'un qui avait été formé par un homéopathe, Schmitt, qui disait, moi, à l'époque, je ne croyais pas aux atomes. Schmitt, c'est comme ça qu'il disait. Mais par contre, j'étais beaucoup plus proche de l'organon d'Hahnemann parce que moi, je raisonnais dans l'esprit du remède. Presque une approche chamanique, c'est-à-dire un remède, un esprit avec une potentialité, etc. Alors, c'est sûr que dans beaucoup de pathologies, pour ne pas dire toutes les pathologies, il y a toujours une dimension vibratoire. Par exemple, moi, je me suis amusé à transformer les briques du vivant avec un message, un langage. J'appelle ça la linguistique moléculaire. Par exemple, le cholestérol, si vous en avez trop, ça fait partie des lipides. Les cellules remplies de cholestérol au niveau de leur membrane deviennent des systèmes isolés. Quelqu'un qui fait de l'hypercholestérolémie, c'est un perfectionniste. Il ne peut pas déléguer. Et ça marche assez bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'exception quand les gens sont honnêtes. Le sucre, c'est l'action. Les protéines, c'est l'émancipation. Vous avez un diabète, vous n'avez pas une action possible parce que vous ne pouvez pas vous émanciper d'une situation. Alors, on ne va pas faire une approche à tiroir, mais derrière tout patient, il y a une histoire de vie, c'est une médecine écologique. La médecine s'est transformée avec le cancer du côlon, la dépression de la chambre 26, etc. En fin de compte, derrière ces pathologies, il y a un organisme, il y a une vie, il y a un écosystème familial, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la médecine, elle doit sortir de l'organisme pur et simple pour aller vers une approche beaucoup plus écologique. Voilà. Et holistique. L'un entraîne l'autre. Hein. Vous ne pouvez pas être écologiste écologique sans être holistique, puisque en fait, c'est une totale aberration et illusion de se croire séparé du reste. On est déjà à partir d'une seule cellule, ça fait tout ça à 100 kilos près. C'est complètement illusoire de vouloir démonter des pièces détachées, et c'est infliger une attitude qui est absolument irréversiblement antiscientifique, puisque on veut coller notre vision au phénomène avant d'avoir l'humilité d'observer le phénomène pour éventuellement pouvoir changer la vie. C'est complètement délirant, et de la part de gens qui se prétendent scientifiques. Et effectivement, il n'y a plus de science en médecine. Il y en a eu à un moment donné. Les gens brillants sont devenus homéopathes. La médecine était infiltrée par l'industrie et bien sûr la formation médicale avec. Et aujourd'hui, on est en train de toucher le fond, puisque sont recrutés des gens spécialement non-pensants et qui sont juste des petits robots qui, à leur tour, d'ailleurs, ne se doutent même pas qu'ils seront remplacés par l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment fait une tragédie en guise de médecine. Et la médecine, comme on l'a vu avec l'histoire du Covid,
finalement, c'est le cheval de Troie qui s'est infiltré dans nos sociétés et qui a servi à une véritable prise de pouvoir et dont les gens ne réalisent encore pas vraiment les prolongements, c'est tentaculaire. Oui, la médecine vit une crise et les gens s'en rendent compte, c'est-à-dire que on a transformé, déjà, malheureusement, les études, c'est des QCM, on doit répondre. Et j'ai assisté à Lyon 3 à une compétition, c'est le moment de le dire, entre intelligence artificielle et médecins. Et donc, on ne peut pas lutter vis-à-vis d'une capacité de mémoire que peut avoir un ordinateur ou l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique a vu l'opportunité de faire des bénéfices. Abraham Flexner, en 1910, a calqué l'enseignement de l'homéopathie, où il y avait beaucoup d'homéopathes allemands qui étaient partis aux États-Unis. Et on voyait vraiment fleurir. D'ailleurs, c'est un des raisons. Les homéopathes avaient, leur assurance était moins onéreuse parce qu'ils avaient beaucoup moins de problèmes. Donc, quand on regarde, ça a été une mise à mort progressive avec des procédés assez mafieux et assez malhonnêtes. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on est en train de vivre une tabula rasa. Et d'ailleurs, on a mal lu Descartes. Ceux qui sont soi-disant cartésiens n'ont jamais lu Descartes. Bien sûr, puisque Voilà. Descartes explique bien que ce qui est important, c'est l'expérience propre du sujet pensant. Et cette fameuse dichotomie, finalement, ça a été beaucoup plus du post-cartésianisme qu'autre chose. Il n'a jamais été jusqu'à ce degré-là. Et je rebondis là-dessus, finalement, comme tu le disais très bien. Je pense qu'un médecin, alors un physicien, je ne sais pas, je ne suis pas physicien, j'ai touché à la physique, mais un médecin se doit d'avoir une dimension à la fois philosophique, religieuse et médicale. Et la médecine elle-même, elle est à la fois une science et un art. Et aujourd'hui, on fait croire à des gens qui sont sans le moins de background, c'est-à-dire que vraiment, pour la plupart, je ne dis pas qu'ils ont besoin d'enlever leur godasse pour compter jusqu'à là, mais c'est un peu dans l'esprit, ils sont absolument bornés, fiers des quelques connaissances qu'ils ont ingurgitées, qu'on leur demande juste de revomir en forme de QCM, c'est absolument terrifiant, et la dimension artistique, ils ne connaissent pas. Et on en est vraiment toujours aux affres du matérialisme, et il n'existe que ce qui est mesurable. Alors, si on leur demande s'ils ont des enfants, s'ils les aiment, ils vont vous répondre oui, bien sûr. À ce moment-là, ce n'est pas mesurable et pourtant ça existe. On est obligé d'arriver à ce degré de sottise. Et je crois qu'il va falloir tirer le vin, comme on dit, là, boire le vin jusqu'à la vie. Pardon, c'est pas quand le vin est tiré. C'est dramatique. Les gens le payent, c'est ça qui est bien. Oui, dans son discours de la méthode, il dit bien découper le problème en autant de parcelles qu'il se peut pour le mieux comprendre. Mais une fois qu'on a démonté le problème en pièces détachées, il faut le remonter. Donc tout le monde a fait l'expérience, c'est facile de démonter un réveil, mais c'est beaucoup plus difficile quand on la pièce éparse. Je dis comment on va le remonter. Donc il y a ça. Je suis tout à fait d'accord. Autrefois, les médecins avaient moins de technicité et compensaient en humanité. Le médecin de ma grand-mère, il n'hésitait pas à venir prendre un apéritif le dimanche avec ma grand-mère parce qu'il savait que, bon, elle avait perdu son mari, elle avait besoin de contact. Donc autrefois, on avait une réflexion sur la vie, sur la mort. Maintenant, on voit bien, dans certaines disciplines comme la cancérologie, les gens ont peur de la mort. Donc comment ils peuvent accompagner leurs patients dans des épreuves qu'eux-mêmes redoutent. Donc je crois qu'il faut redonner les lettres de noblesse à la philosophie, à la religion, à la spiritualité, parce que finalement, souvent on constate que le patient, il est infantilisé, on s'occupe de tout, puis quand ça dérape, un petit peu comme un assassin qui ne voudrait pas avoir les preuves de son forfait, on laisse le patient et il est livré à lui-même. Donc c'est tout ça qu'il faut réformer. L'intuition est le plus important. Autrefois, quand les médecins passaient l'internat, avant les années 60, la moitié c'était l'examen clinique. C'était pas des QCM ou des choses comme ça qui développent la mémoire, mais entraînent aussi une sorte d'obéissance. Et on a vu malheureusement que pendant la crise, les médecins ont perdu leur souveraineté. Certains l'ont gardé, comme Édouard, mais beaucoup l'ont perdu. Et c'est ça qui est dommage, parce que la médecine doit être un principe de résistance. Et autrefois, on savait très bien depuis Hippocrate que c'est une alliance entre le médecin et le patient qui fait que le patient
pourra guérir. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est dépourvu. Souvent, les patients disent mon médecin me dit que les symptômes que j'ai, c'est pas possible. Ben, le patient, il est maître de son corps, donc il est savant de son expérience. Il n'y a pas un médecin qui va lui dire ce que vous ressentez, c'est dans votre tête. Et même si c'est vrai, c'est pas grave, parce que c'est psychosomatique. Combien même, on n'a pas à avoir un tel mécanisme. Hein. Donc, si on commence à penser dire, à côté, c'est en soi-même un symptôme. C'est-à-dire que dire c'est juste dans la tête, donc ça n'existe pas, c'est encore faire appel au matérialisme. Et donc, c'est la façon la plus sommaire de faire de la médecine. Et comme tu le dis, en fait, Hahnemann a entièrement repris Hippocrate. Et c'est la forme, je dirais, la plus suprême de compréhension de la médecine hippocratique, en le sens que, bien sûr, on a une totalité. Cette totalité elle-même est intégrée dans une autre totalité. On ne peut pas dissocier ça du reste, ni dissocier les cellules, ni les organes. C'est une vue de l'esprit totale. Et quand on arrive à tomber malade, c'est parce qu'il y a une conjonction de facteurs sur lesquels qui ont joué sur l'organisme, et l'organisme, en fonction à ce moment-là de sa propre susceptibilité, peut tomber malade. Donc tout ça ne convient pas à l'industrie. L'industrie, si on n'est pas con au départ, on le devient. C'est-à-dire, en fait, c'est le même mec qui, vous savez, dans les films de Chaplin, c'est ça l'idée. Et en fait, c'est de diviser en autant de sous-processus qu'il y a à faire, chacun ignorant l'autre, ce qui est ce qu'on appelle un peu l'agnotologie, c'est la science de rendre les gens cons. Si vous voulez rendre quelqu'un con, il faut le spécialiser. Et plus vous le spécialisez, alors plus il va avoir un horizon de plus en plus réduit, hein, c'est le réductionnisme, et en même temps, le phénomène qu'on aperçoit, c'est qu'il va avoir tendance à déléguer, et donc à faire confiance à celui qui sait mieux que lui à sa place. C'est logique quelque part, mais en fait c'est faux. Et c'est tous ces processus-là, y compris l'infiltration partout on va dire, de la justice, entre guillemets, qui fait que tout est en train de se paralyser. J'ai un excellent ami avocat qui me raconte le cas d'un type qui a été, à juste titre, traumatisé parce qu'il s'est retrouvé poursuivi au pénal pour une histoire absolument invétie. Et comme la justice sait le faire, c'est-à-dire on est parti d'un truc ridicule, et ça a accouché d'un énorme Himalaya, strictement pour rien. Et un jour que mon copain avocat voit ce gars-là, un chirurgien, qui est très, très coté sur la place de Genève, et il lui dit tu sais, la dernière fois, au bloc, il y a un gars qui a le cœur qui a commencé à lâcher. Je me suis posé la question de savoir si on le réanimait vraiment ou pas, pour pas avoir d'emmerde. Voilà, on en arrive d'un phénomène dans l'autre. En plus, à travers la mise en place de l'affaire du Covid, on assiste très clairement à la mise en place d'un système totalitaire. Donc, je vous recommande évidemment les études d'Ariane Bigrand là-dessus, quand même, c'est la grande maîtresse de la chose. Mais il faut bien que vous compreniez que la médecine telle qu'elle est faite aujourd'hui est une médecine totalitaire. C'est-à-dire que vous avez la vision absolument pyramidale d'un petit comité de sages qui se réunit, qui décide comment on va faire, en dehors de toute base scientifique, parce qu'on n'a jamais dit, par exemple, comment on va se réunir pour savoir quel est le meilleur angle pour jeter une patate la plus loin possible. Et on a des équations qui y répondent. Donc ça prouve à quel point c'est un arbitraire qui est implacable. Et les médecins, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, se sont fait retirer tout ce qui faisait le sens de la médecine. Normalement, c'est à eux, en étant au front, dans les tranchées, de voir comment ça se passe et de faire remonter l'info. Eh bien, vous voyez là aussi que ça a été comment je dirais, une vue bureaucratique et donc parfaitement socialiste. Et nous sommes gangrénés par cette pensée socialiste qui est partout. Et je me permets de rappeler aussi que dès l'origine, il n'y a pas de différence entre socialisme et communisme. Marx ne l'a fait pas, personne ne l'a jamais fait à cette époque-là. Et c'est juste une manière, disons, plus soft d'arriver au communisme. Et ça me sort par les trous de nez, pour le dire gentiment. Alors, cette notion de spécialiste, elle avait été déjà dénoncée par Georges Bernard Shaw, le écrivain irlandais, qui disait « à force de connaître tout sur rien », ce qui a dit spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. Donc, on délègue et finalement, on arrive, c'est dans toutes les professions, puisqu'on s'est rendu compte que les gens qui n'avaient pas un parcours institutionnel avaient une meilleure lisibilité de la situation parce qu'ils ont réuni des informations provenant d'horizons différents, alors que le spécialiste, lui, s'auto-censure et il est formaté, il est spécialiste d'un domaine et il ne va pas regarder ailleurs.
Mais tu comprends que c'est bien la résultante en fait d'une pensée que j'appelle socialiste, qui consiste à faire un bureau, un mec derrière le bureau qui va commander, du Fordisme médical. Du Fordisme médical. Mais c'est une vision parfaitement assez rentable. Mais... Voilà, c'est assez rentable, mais ça peut pas tourner. Et du coup, il génère sa propre fin parce qu'en fait, ça finit par tout paralyser, par détruire la classe moyenne. Et voilà, donc Churchill l'avait dit, hein, c'est la distribution équitable de la misère. Et les gens aujourd'hui ont été nourris au biberon de cette idéologie, et ça prouve aussi, enfin, donc c'est l'un des aspects qui explique pourquoi ils ont si aveuglément suivi les instructions d'un gouvernement néfaste qui ne travaillait pas pour eux avec l'histoire du Covid. Donc tout cela est extrêmement bien. J'ai tellement des montagnes de notes là-dessus, je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire un bouquin sur la question, mais effectivement, c'est l'un des aspects de la mise en place d'un système totalitaire, qui est basiquement paranoïaque, parce que c'est toujours le narratif permet une sauvegarde d'un danger qu'on va énoncer, et c'est en fait une vision parfaitement paranoïaque pour se mettre à l'abri de ce qui pourrait être menaçant pour le propriétaire de la parano en question. Donc on est légèrement dans la merde. Et alors, une fois que vous avez vu la chose, vous comprenez aussi pourquoi, dans ce système, vont littéralement exploser, éclore tous les pervers qui savent que c'est complètement absurde, mais qui vont se nourrir de ça, parce qu'ils vont être dans la toute-puissance. Si vous voyez le truc qui vous sert de président aujourd'hui, qui est dans la jouissance de son impunité. Et ça, c'est vraiment une des grandes caractéristiques des pervers. Et puis, vous avez tous les obsessionnels qui sont là pour tenir les comptes, travailler dans les bureaux, etc. Donc, vous avez vraiment la mise en place d'un système qui est complètement dingue depuis le début jusqu'à la fin. Je crois que beaucoup de gens, pas la totalité de la population, mais s'est rendu compte des limites de ce système qui arrive à sa fin. Ça me rappelle quand il y a eu le scandale du sang contaminé, il y avait beaucoup de gens qui avaient réagi quand même parce que c'était tellement énorme. Et je crois que le pire pour la médecine allopathique, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Alors, je citerai un exemple. J'ai ma femme qui a une tante de 98 ans. Donc cette génération était en verticalité vis-à-vis du médecin qui était un savant. Il n'y a pas très longtemps, elle nous a dit « Je crois que mon médecin, c'est un con ». J'ai dit à ma femme « Il y a un vent révolutionnaire qui commence par se monter ». Elle s'est rendue compte que c'était absurde. Elle ne sort pas de chez elle. Il lui proposait à nouveau de se faire vacciner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même malgré son grand âge, elle a quand même fait un constat. Elle a dit « Je crois que j'aurais plus de médecin ». C'est vrai. Et je regrette l'époque déjà lointaine où, au moins, dans la mesure où on ne pouvait pas empêcher la formation des cons, ils existaient, mais ils se tenaient à leur place. Et aujourd'hui, ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, les cons sont partout et imbibés du fait qu'ils savent mieux que tout le monde. C'est ces gens-là les plus dangereux. Ce sont ces gens qui sont vraiment dénués de tout, comment je pourrais dire, j'ai le mot en anglais, qui sont dénués de toute épaisseur et qui sont juste des petits technocrates, des petits techniciens, et qui sont très fiers de ça et qui en profitent justement pour écraser l'autre dans cette vision pyramidale, verticale, délirante du parano et du système totalitaire. Donc on est dans la merde, et d'autant plus que, en fait, je pense que on peut tirer quelques règles, quelques enseignements en étudiant l'histoire. C'est un de mes dadas. J'espère que je vivrai assez vieux pour faire un autre bouquin sur l'origine de l'islam qui me passionne, mais c'est encore autre chose. Et le problème est que les masses sont absolument inertes. Et deuxième constat, le crime de masse paye toujours, parce qu'actuellement, par exemple, tu peux toujours te gratter, on n'a toujours pas poursuivi les responsables de cette organisation de Covid. On va voir ce qui va se passer avec Trump, mais bon. Et en réalité, chaque fois qu'on voit un gros mouvement, il naît, je crois que c'est le père de Roosevelt qui disait ça, c'est que le produit de force souterraine dont on voit l'aboutissement du travail depuis parfois des années, et surtout de l'investissement requis pour arriver à ça. Et donc, c'est quand il y a une révolution, elle n'est que le produit d'entités financières qui les ont générées. Révolution française, pareil. Révolution russe, j'ose même pas vous en parler. Donc, je ne vois pas comment on peut s'en sortir par nous-mêmes. Peut-être qu'il faudrait un petit Deus ex machina pour nous aider. Je pense que si le Messie voulait revenir, là, ça serait pas mal. Je crois que ça peut donner un petit coup de main. Oui, pour revenir sur les cons, c'est la phrase de Michel Audiard dans un film. Les cons, ça ose tout, c'est précisément à ça qu'on les reconnaît. Donc en France, on a été servi à ce niveau-là. Je crois que, évidemment, quand on a compris, on est impatient.
Et il y a quand même une conscience qui monte et les gens ont perdu confiance envers la médecine. Et ça, je m'en rends compte à différents niveaux. Il y en a qui se sont fait vacciner, qui ont plus envie de se faire vacciner. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du constat. Donc, il y a peut-être un tiers de la population française qui est encore dans le narratif. J'estime que dans la population française, il y a un tiers de gens qui sont dans la doxa. Est-ce qu'un jour ils en sortiront? On ne sait pas. Il y a 40% qui sont suivistes. J'aime bien les suivistes parce qu'après avoir suivi la doxa, ils suivent la majorité. Et il y a 30% qui ont compris ce qui se passait. Alors, c'est toujours l'histoire française. L'eau est trouble et souvent il y a un geyser. Donc, je crois que la grande erreur des dirigeants français, c'est d'avoir cru qu'ils ont gagné et à la bêtise du peuple. Et dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il ne faut jamais mépriser son ennemi, puisque effectivement, en le méprisant, on le sous-estime et en le sous-estimant, eh bien, on n'est pas assez vigilant. Alors évidemment, on est dans une phase totalitaire, mais dans tous les corps professionnels, que ce soit à l'université, la médecine, la pharmacie, etc. D'ailleurs, Hahnemann a eu des ennuis déjà parce qu'il avait des talents de chimiste. Brésilus avait dit qu'il aurait pu être un grand chimiste, il a fini charlatan. Il avait détecté des magouilles dans la fabrication des médicaments. Il a eu sur le dos les pharmaciens, exercice illégal de pharmacie, puisqu'il n'était que médecin. Et donc, c'est comme ça que les ennuis ont commencé. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir des surprises. L'histoire française nous montre ça. Il y a des phénomènes linéaires et il y aura forcément... Parce qu'il y a une complexité. Quand on met des gens limités, pour pas dire des cons, au pouvoir, ils vont faire des conneries. Et donc, ce qui nous sauve, c'est qu'ils ont été dans l'obligation de mettre des cons au pouvoir, mais les cons au pouvoir n'ont pas l'intelligence. Avant, on avait des crapules intelligentes. On a des cons inintelligents. Ouais. Bon, c'est clair qu'on a été vachement gâtés, qu'on l'est toujours. Ah, c'est un spectacle. Maintenant c'est vachement intéressant parce qu'on peut se poser des questions. Je te ferai remarquer que, alors je ne suis pas forcément royaliste, mais tant qu'on était gouverné par un king, ça n'a jamais évolué en totalitarisme. Alors je ne dis pas que c'était vachement bien, parce qu'il fallait donner du bon côté, etc. C'est un autre problème, mais je ferai remarquer que toutes les démocraties, sans exception, à ma connaissance, évoluent vers le socialisme, lequel évolue vers le totalitarisme. Donc c'est absolument inéluctable. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, j'ai quand même le sentiment que la démocratie, qui était déjà socialisante aux États-Unis, contrairement à toute leur constitution, mais c'est encore un autre problème, est en train d'évoluer vers une plutocratie qu'on a déjà chez nous. Quand vous regardez qui possède quoi, ça fait doucement rire. Mais voilà, donc finalement, c'est le gouvernement par les riches. Et du coup, c'est le modèle de Rome. Rome a fini comme ça, dans le sens qu'au départ, c'était un modèle libéral qui protégeait le citoyen contre tout excès de l'État, et auquel les gens tenaient beaucoup, ce qui explique comment ils ont botté le cul d'Hannibal, c'est encore un autre problème, je ne développe pas, et ce qui explique pourquoi ils ne sont pas arrivés à botter le cul d'une centaine de milliers de Goths qui avaient envahi le Danube. Et ceci a évolué, je dirais, en un système autocratique, socialiste, communiste, et pire que les soviets, et quand les gens ont vu arriver les envahisseurs, ils ont dit « sauvez-nous ». Venez nous envahir. Et c'est comme ça que ça va se faire. Donc, moi, ce que je redoute, c'est la prédation par d'autres peuples qui n'ont pas à s'embarrasser de nos considérations décadentes, de société, de bien-pensance, etc. L'un des critères, d'ailleurs, de cette société qui se meurt, c'est qu'on a remplacé la charité par la bien-pensance, qui est une caricature. Mais c'est l'un des aspects graves de la situation. On a des chiottes de 14 mètres carrés pour y faire rentrer un éventuel type en roulette, mais ça viendra à l'esprit de personne de venir l'aider, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Lénine avait dit les bolcheviks gagneront quand on aura des chiottes en or. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup de royautés sont pour le maintien de l'homéopathie. Bah oui, ils ne sont pas cons, parce qu'ils travaillent dans l'intérêt du peuple, c'est différent de nous. Il y a une petite anecdote, dans un congrès à l'Imperial College, il y avait donc différentes nationalités, il y avait des Français, des Belges, évidemment des Anglais et des Allemands, et arrivent deux Anglais qui étaient dans la caricature de chapeau melon et bottes de cuir, costume 3 pièces, faire de la cravate, etc. Et à côté de moi, il y avait un directeur de recherche dans tel nom qui dit « qu'est-ce qu'on va se faire chier ?»
moi je dis rien. Et leur discours a été extrêmement créatif. Ils ont eu d'ailleurs le prix du meilleur papier dans la présentation, dans la créativité. Et ça m'a fait comprendre une chose. Les royautés se doivent d'être révolutionnaires dans les idées parce qu'ils sont conservateurs au niveau des régimes. Nous, on s'est donné l'illusion qu'en ayant coupé la tête à notre roi, on était révolutionnaire et en fin de compte, on est conservateur. C'est pas parce qu'on a un régime dit évolué qu'on n'est pas conservateur. Il y a une sorte de loi de conservation. Et c'est vrai que l'Angleterre a montré cette espèce de créativité débridée dans la musique, l'humour anglais, etc. Donc ce qui est quand même intéressant à remarquer, c'est que beaucoup de royautés, le prince Charles, sont quand même très favorables à l'homéopathie. Et donc c'est pour moi un indicateur de qualité. Parce que la royauté est à la recherche frénétique de la qualité. Ça s'appelle la qualifrénie. Si vous précipitez quelqu'un du haut de la roche tarpéienne, il va se casser la gueule lamentablement, et ça sera vrai pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la même loi de physique qui s'applique absolument à tout. Et si on a découvert réellement ce qui peut s'appliquer au biologique en tant que loi de guérison, il n'y a pas d'exception. Et donc tout le biologique étant organisé, on peut le supposer, avec les mêmes briques, on va dire, et régi par les mêmes phénomènes, eh bien, il y a des grandes chances que ça s'applique à tout le monde vivant. Et on en fait la preuve, puisque là, au moins, sur les plantes, on peut toujours essayer un effet placebo. Il y a bien la vieille blague du jardinier qui peut se mettre à poil devant ses tomates pour le faire rougir. Mais enfin, ça s'arrête là, et il suffit de voir une colline arrosée correctement avec le médicament qui correspond et l'autre, et puis on voit tout de suite la différence. À l'échelle au-dessus, il y a les vétérinaires qui, je pense quand même, contrairement aux médecins, ont vraiment à la fois beaucoup d'esprit, beaucoup de science et beaucoup de culture. Donc en moyenne, les vétérinaires sont restés beaucoup moins stupides que les médecins. Je pense que tu as fait cette expérience. Et voilà toute la différence entre une fausse science, qui se gargarise de science et qui n'est rien d'autre qu'un consensus. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu, on nous a géré des consensus qui sont... On est en train de nous vendre au nom de la science une non-science. C'est pareil pour le climat. On est en train de nous expliquer qu'il y a un consensus de chercheurs. C'est vachement bien. À un moment donné, il y avait un consensus de tous les mecs pour dire que la Terre est plate, immobile, bien entendu, que la Terre ne pouvait pas tourner autour du Soleil pour la bonne raison extrêmement bien vue, qui est que c'est évidemment une boule de feu qui est gazeuse, et donc on voit mal comment un corps rocheux comme la Terre pourrait tourner autour d'une boule de gaz. Et tous ces arguments, évidemment, sont exactement au même niveau quand on lutte contre l'homéopathie avec des principes délirants. Alors, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un contradicteur ici pour qu'on puisse se marrer, parce que j'aime bien les crucifier, mais gentiment, avec anesthésie. Je suis très content d'avoir l'occasion de faire la connaissance de Philippe Bovola. Je vois que bon, on a quand même un parcours un petit peu parallèle, hein, quand même, mine de rien, et de voir qu'il n'y a pas de... Voilà, on est forcément en face, quoi. Ben, mon parcours m'a permis de comprendre les lois de la matière, les lois du vivant. Donc l'effet placebo, on devrait plus l'étudier, puisqu'on pourrait dire qu'un médicament, c'est un bruit de fond dans l'effet placebo. Donc quand on met en avant l'effet placebo pour les plantes, je dis bravo, parce que vous êtes plus avancé que je le pensais. Vous pensez qu'il y a un esprit dans la plante. Et on voit bien que ce soit les guérisons miraculeuses ou l'effet placebo, ça veut dire que le corps a son mot à dire sur la tête, mais la tête a surtout son mot à dire sur le corps. Donc sinon, on est dans la séparation du corps et de l'esprit. Et on ne se rend pas compte, mais on est encore dans la séparation du corps et de l'esprit. Quelqu'un peut faire un problème cardiaque parce qu'il a une peine de cœur. Non, on l'enverra voir le cardiologue. Il ira voir le psychologue ou le psychiatre que s'il a une dépression, mais on ne fera pas le lien entre les deux. Donc la médecine chinoise considère que c'est aberrant. Il y a une psychologie organique. Chaque organe a sa psychologie. Les reins, c'est la peur. La vésicule biliaire, c'est la rancœur. Le foie, c'est la colère. Les poumons, c'est la tristesse. Et on pourrait multiplier. Donc c'est beaucoup plus intelligent. C'est une médecine cybernétique. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est qu'au nom d'un soi-disant consensus, d'ailleurs le consensus en philosophie des sciences, c'est quand une science est en panne. La science est faite de polémiques, de controverses, et c'est sain. C'est comme si on est toujours d'accord, on doit se poser la question. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui vient me voir et dit « J'adore ce que vous dites, d'ailleurs je pense la même chose que vous. » Je lui dis « Mais alors qu'est-ce qui serait passé si on avait pensé des choses différentes ?» Donc voilà, je trouve que cette période est passionnante parce qu'on voit devant nos yeux les limites des différentes institutions, l'institution médicale, le Conseil de l'ordre, etc., etc. Et c'est une
période où tout peut se passer. Si on a en tête le chaos, la non-linéarité, un battement d'aile à partir d'une erreur produite par quelqu'un qui est incompétent, parce que c'est ça, le totalitarisme utilise l'incompétence, parce que quelqu'un d'incompétent n'a pas d'autonomie, donc il doit être encadré. On a vu qu'on a eu un certain nombre de premiers ministres en France qui étaient là, c'est comme un casting, on nomme quelqu'un et le texte est fait, c'est un acteur qui doit tenir son texte. Alors je pense qu'il ne faut pas négliger la sensibilité et l'intelligence du grand public. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui prendront la colère quand ça arrivera. Après tout, on sème ce qu'on récolte, et ce n'est pas mon propos, hein, arrivera ce qui doit arriver. Mais je pense que c'est une période qui ressemble beaucoup, d'ailleurs, Édouard l'a rappelé à plusieurs reprises, à l'Empire romain. La fin de l'Empire romain, il n'y avait plus de grands dramaturges. Les patriciens de l'époque étaient forcés d'écouter les délires d'un Claude l'Empereur dans ses velléités d'historiographe, et s'ils venaient pas, ils étaient exécutés. Donc on voit bien, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des paramètres économiques, une crise économique est précédée par une crise culturelle. En France, on n'a plus de grands philosophes, on n'a plus de grands poètes. Nos grands savants viennent du passé, hein. Mais la jeune génération n'est pas à la hauteur de ce qu'a été l'ancienne génération dans certains domaines. Donc on est en crise culturelle, et quand on est en crise culturelle, le système ne peut que s'effondrer. Nabokov, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, hein. Nabokov a quitté l'ex-URSS quand il a vu la littérature russe qui était à son sommet se tarir et ne plus permettre de faire éclore des talents. Donc je pense qu'il y a tout à reconstruire. C'est ça qui est intéressant. Il suffit de faire une tabula rasa. D'ailleurs, on va finir peut-être par Descartes qui disait « Pour atteindre la vérité, il faut au moins une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau et dès le fondement tout notre système de connaissances. » Donc, avis à tous les chercheurs de vérité, repenchez-vous sur vos fondements, que ce soit médical, pharmaceutique, sociologique, etc. Parce que ce qu'on vit, c'est l'expression d'un échec pédagogique et d'un échec dans la construction des citoyens d'une société. C'est clair. Eh bien, je compléterai la citation avec Kent, un autre très grand médecin qui est mort en 1916, et qui disait, puisque tu soulèves finalement le problème des préjugés, c'est que si on veut arriver à surmonter les préjugés, la première chose à faire, c'est d'arriver à reconnaître une autorité supérieure. C'est extrêmement profond, parce que tous ces messieurs qui sont dans leurs préjugés ne se reconnaissent justement qu'une autorité. C'est leur point commun à tous. Et il y a une espèce de tendance à se prendre pour des démiurges qui est absolument terrible. Je vous passe tous les délires des Attali et compagnie, mais ça vous donne quand même une idée ambiante de ces gens qui pensent qu'ils vont pouvoir surpasser la création. Et on en revient à tourner en boucle en disant que si on n'est pas un background philosophique, religieux, ben vous n'êtes qu'une petite bille dont on fait exactement ce qu'on veut. Donc peut-être que le crash final viendra, mais le crash final n'est pas venu dans certaines sociétés. Ça fait par exemple 1400 ans que ça dure, à celle à laquelle je pense, et ça peut prendre beaucoup de temps à la fin, si elle n'est pas hâtée par des phénomènes extérieurs. On va voir comment ça va faire. Mais je suis content de voir Philippe et son optimisme, hein. Moi, je suis un pessimiste raisonné. Moi, je suis possibiliste. Je suis ni positif ni négatif. Tout est possible, même l'impossible. D'ailleurs, on parlait de consensus, mais la reproductibilité. La crise de la vie n'a pas été reproduite en laboratoire, donc Dieu ne pourrait pas rentrer au CNRS, il ne pourrait même pas publier. C'est juste, c'est excellent. Et c'est vrai que c'est l'un des symptômes de cette malversation qu'on nous vend en guise de science, c'est-à-dire que c'est ce que Jean-Pierre Petit, pour lequel je suis un ami. Si un jour je peux faire sa connaissance, je t'embrasse les chaussures. Et donc Jean-Pierre Petit soulevait le problème qu'on n'arrive plus à reproduire et les soi-disant expériences qu'on fait. Et du coup, on ne cherche même plus à le faire. Aujourd'hui, ils sont en plein délire d'interaction, de N-Bran, etc., avec des tonnes de dimensions, sans la moindre sanction expérimentale. Et c'est pareil pour la médecine. En fait, tout part dans une sorte de surréalité, et c'est vraiment superposable à la fin de l'Empire romain, où pour compléter ce que tu as dit,
Je peux te citer Dion Cassius et les autres du 2e, 3e, 4e siècle, où on voit qu'ils déplorent à la fois la dépradation des mœurs et le fait que les hommes se prennent pour des femmes et les femmes se prennent pour des hommes. C'est l'un des stigmates évidents de la fin d'une société. Et puis, il n'y a plus d'exigence intellectuelle, etc. Et, oui. Et Nikola Tesla disait, les physiciens ont remplacé l'expérience par la mathématique. Ils se promènent d'équation en équation et finissent par construire un monde qui est à côté de notre réalité. Donc actuellement, en physique théorique, on a un siècle d'écart entre la théorie et l'expérimentation. Donc on dit que ce qui fait la différence entre les mathématiques et la physique, c'est le côté expérimental, mais si l'expérience n'est plus présente dans la physique, bah, c'est foutu. C'est comme s'il n'y a plus l'examen physique. C'est de la mathématique de bas étage. Voilà. Alors, bien sûr, tu as des individus comme Perelman, qui sont d'ailleurs légèrement flingués de la tête, qui ont résolu le problème en 3 dimensions de la conjecture de Poincaré, hein, tu la connais, hein, c'est un truc de fou hein, quand même. Et à côté de ça, le problème c'est qu'une société qui est déjà elle-même hors sol, du coup, et c'est là le mot de la fin peut-être, c'est de rester écologique. Écologique, ça veut dire que j'ai toujours les pieds sur terre et la tête qui regarde le haut. Et l'homme est fait pour être cette synthèse des deux, à la fois animale et divine. Et ne plus reconnaître ce challenge, c'est nous enterrer vivants. D'accord, on va se transformer tous en engrais pour orchidées, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et si on pose la question au médecin, qu'est-ce que c'est le rôle du médecin? Pour vous marrer, posez ça comme question à votre médecin. Vous allez voir 2 yeux ronds, vous regardez en disant que c'est probablement jamais posé la question. C'est terrible, vraiment c'est terrible. Mais en même temps, c'est exaltant de se dire que on aura la chance d'avoir été là dans cette période de transition. On ne sait pas quand se fera l'accouchement, mais voilà, ça ne peut plus durer de toute manière. Je conclurai à la façon de Jean Cocteau, ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'est ce qu'il faisait dire à un de ses personnages des mariés de la Tour Eiffel. Juste, étape de cette citation. J'en rajoute pas. On va faire la poignée de main habituelle. Super.